juste vous dire un petit mot d'introduction. Rappeler que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les sols ont été considérés en 2 dimensions, alors qu'on sait qu'ils ont des fonctions centrales pour l'équilibre de la vie sur Terre et pour le climat. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a souhaité engager une étude, alors qu'elle avait été initiée au tout début par Rennes Métropole, dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME, pour appréhender le sol, mais cette fois-ci en 3 dimensions. Et pour concrétiser cette approche, citer peut-être un extrait du scope de Tours qui introduit le sujet en disant: dans l'épaisseur des sols, la vie, tous les sujets de transition que les professionnels de la ville et de l'urbain ont commencé à croiser dans une nouvelle façon de concevoir les territoires habités ramènent au sol. L'eau, la biodiversité, l'adaptation et l'atténuation face au réchauffement climatique, la captation de carbone, le progrès de l'autonomie alimentaire, le métabolisme et son économie circulaire. Donc voilà en quelques mots l'intérêt de s'intéresser au sol en 3 dimensions et non plus uniquement en 2 dimensions. Et donc c'est la diapo qui suit où vous avez une illustration sur une réalisation du codex. Si vous pouvez envoyer la diapo suivante. On la présente bien après, mais... Oui, je l'ai utilisé pour l'introduction. Okay, ah non, c'était pas celle-là, c'est pas grave. C'était moi dans je vois, mon support, j'ai un truc qui s'appelle l'origine de l'étude et il y a la description des nombreuses fonctionnalités des sols qui est illustrée dans une planche. Ben, écoutez, c'est pas grave. Ce schéma est une autre façon de représenter les fonctions très des bien. sols. Oui, mais les deux se font. Et donc, je vous passe sans plus tarder la parole, Claire ou Pauline. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Juste pour information, c'était écrit sur la diapo de couverture, mais on enregistre le webinaire à des fins de rediffusion si jamais il y a des élus qui n'étaient pas là ce soir et qui voudraient regarder la séance. Comme ça, c'est enregistré. Comme ça, vous êtes prévenus. Juste pour vous préciser comment ça va se passer. Donc, en fait, il y a 3 types de séquences un peu pour cette réunion qui durera 1h30. Donc, on a 2 temps de présentation qui sont assez classiques. Donc, un premier temps où on va présenter l'étude du BRGM qui a été confiée au BRGM sur la multifonctionnalité des sols. Et ensuite, un benchmark un travail qui a été réalisé en partie par des étudiantes d'un master de Rennes 2 pour voir un peu ce qui se passe sur d'autres territoires et comment d'autres SCOT se sont saisis de la question. Donc ça, c'est le premier type de séquence. On aura aussi, deuxième type de séquence, une expérience agronomique qui va être menée en direct et que Claire va vous présenter et juste après. Et on aura aussi, pour donner un petit côté ludique à la séance, des quiz. Donc il y aura des liens qui seront mis dans la conversation de la visioconférence et vous pourrez cliquer dessus, où il y a aussi un QR code qui sera sur l'écran. Vous pourrez vous connecter et répondre aux questions qui vous seront présentées. Donc, tout au long de la séance, vous pouvez intervenir, bien sûr, puisque le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, comme d'habitude, dans les visios, soit vous écrivez dans le fil de conversation et du coup, on essaye de vous répondre, soit vous levez la main ou vous intervenez pendant les temps d'échange pendant la séance. Mais je vais tout de suite passer la parole à Claire qui va nous présenter une expérience en direct, donc le Slack test. Et pour ça, normalement, vous allez voir à l'écran s'afficher des bocaux. Est-ce que vous voyez tous ça? Oui, 2 bocaux avec. Bien, on les voit, on voit les bocaux. Parfait. Et en fait, l'expérience restera tout du long de la vidéo, normalement en petites vignettes dans votre bandeau de vignettes. Donc c'est une expérience agronomique qui est très simple à réaliser et qui est utile aux agriculteurs, par exemple, pour connaître la résistance de leur sol à l'eau. Donc j'ai pris 2 morceaux de terre sur le même site. Donc c'est des terres qui ont la même texture, c'est-à-dire la même proportion de limon, argile et sable, qui sont les éléments minéraux qui constituent tous les sols. Alors, on voit qu'ils sont grumeleux tous les deux. Par contre, la différence entre les deux, c'est qu'une terre a plus de matière organique, donc c'est
Excusez-moi, c'est inversé, donc c'est un peu. Donc c'est cette terre-là a moins. Oui, pardon, c'est compliqué. Cette terre-là a donc moins de matière organique, elle a moins de 1% de matière organique. Et cette terre-là a plus de matière organique. Donc la matière organique, c'est l'humus qui est issu de la dégradation des matières végétales qui sont sur le sol ou dans le sol. Donc les feuilles, les racines mortes, la paille, les résidus de culture aériens et racinais. Et donc l'expérience consiste à plonger chacun de ces sols dans l'eau, ce que je fais maintenant de manière un peu délicate, et de voir comment ils se comportent. Donc, vous allez pouvoir suivre l'évolution de ces sols plongés dans l'eau au fur et à mesure. Ils seront donc en vignette sur vos écrans pour que vous puissiez voir l'évolution. On voit déjà qu'il y a une différence entre les deux, où on voit que le sol qui a moins de matière organique, donc l'étiquette jaune, l'eau est déjà plus trouble et voilà, alors que l'autre, l'eau reste transparente. Et on reviendra dans 10 minutes pour voir un petit peu où en sont ces deux sols. Et en attendant, je reviens au diaporama pour cette fois passer à la présentation de l'étude du BRGM et d'où est-ce qu'elle est partie. Donc, en fait, cette étude, elle vient, comme l'a expliqué Monsieur Croc en introduction, vraiment d'un changement de perspective sur les sols qui jusque-là étaient considérés en 2 dimensions. C'était juste des supports pour différents usages humains, donc que ce soit les constructions, les usages agricoles, la promenade, les déplacements, etc. Mais donc, c'était simplement une approche en 2 dimensions, alors que là, on s'est rendu compte, ce qui se fait de plus en plus, c'est de considérer les sols autrement, donc en 3 dimensions. On voit ce qui se passe en surface, certes, mais aussi sous le sol, et on se rend compte que les sols ont des fonctions qui rendent des services essentiels à la vie sur Terre. Donc sur le schéma qui est indiqué là, ils sont détaillés, je vais aller très vite parce que je pense que c'est des schémas que vous avez peut-être déjà vus. Mais en tout cas, les sols, effectivement, sont fournisseurs, on va dire, donc fournisseurs d'aliments, de combustibles, de matériaux, de fibres, etc. Sont aussi régulateurs, puisqu'ils séquestrent le carbone, ils filtrent l'eau, ils régulent les crues, ils assurent le cycle des éléments nutritifs, etc. Et ils représentent aussi un patrimoine culturel. Ils permettent d'accueillir les infrastructures, les bâtiments, etc., des activités humaines. Donc là, effectivement, on passe à une approche gourmande, en 3D. et on est passé par là, on est parti à pied. Pardon. Et du coup, l'occasion de la révision du SCOT, ce que les élus ont souhaité, c'est vraiment passer à une approche en 3D qui permette mieux de prendre en compte les fonctions et les services écosystémiques rendus par les sols et permettre d'actionner les leviers qui soient adaptés aux enjeux mis en évidence par cette approche. Plus concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de son côté, Rennes Métropole avait répondu à un appel à manifestation d'intérêt publié par l'ADEME, donc la MISAN, en 2022 et avait été sélectionné. L'idée, c'était de tester une approche qualitative des sols, donc en sélectionnant des indicateurs qui permettent de mieux qualifier les sols pour à la fois augmenter la connaissance sur les sols et produire un espèce d'outil d'aide à la décision sur l'usage des sols. Donc c'est vraiment une étude expérimentale et c'est donc le BRGM qui a accompagné Rennes Métropole dans cette démarche-là. Et vu les travaux qui étaient menés, là où on en était dans la révision, la méthodologie qui avait été présentée, en fait, c'était très pertinent d'étendre l'étude à l'ensemble du territoire du Pays de Rennes. Donc, c'est ce qu'on a fait, toujours avec le BRGM. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir une carte de la multifonctionnalité des sols et même d'aller plus loin. Donc, on va faire juste une petite précision méthodo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, bien sûr. Donc, des petites précisions méthodologiques. Donc, la méthode qui a été retenue par le BRGM ne part pas de nulle part. Donc, ils se sont demandé effectivement comment faire pour fournir cette approche, cette carte de la multifonctionnalité des sols. Et il se trouve que le CEREMA avait déjà mené un projet donc depuis 2017, donc qui s'appelle le projet MUSE, qui lui aussi travaille sur la multifonctionnalité des sols en sélectionnant plusieurs fonctions. Donc le BRGM est parti de là et en fait a développé l'approche pour la rendre plus précise. Donc c'est un point de départ qui est amélioré. Donc les 4 fonctions qui ont été sélectionnées pour qualifier un sol sont les suivantes, donc qui sont présentées sur la diapo. Donc le stockage carbone, la biodiversité, l'infiltrabilité et la valeur agronomique des sols.
Donc Claire ensuite détaillera chacune de ces fonctions avec ce que ça donne sur le pays de Rennes. Donc on est méthodologiquement, donc il y a effectivement des partis pris comme dans toutes les méthodes. Donc l'idée c'était de partir sur une approche par modélisation, donc c'est-à-dire qu'on part de données existantes. On va pas faire des relevés de terrain et prendre des tarières et aller sur l'ensemble du pays de Rennes parce que c'était un travail quand même trop lourd alors qu'il y a des bases de données qui existent et qui sont actualisées régulièrement sur chacune de ces fonctions-là. Cette méthode, elle nous donne une photo à un instant donné, donc on a un état des stocks, donc comment sont les sols à ce moment-là, et on n'a pas une approche évolutive qui permettrait d'évaluer les potentiels d'évolution de la qualité des sols. Et ensuite, ce travail, comme tout travail, a des atouts et des limites. Donc le grand atout de ce travail, c'est qu'il se base sur des référentiels géographiques qui existent, qui sont des bases de données solides, qui sont disponibles et qui sont actualisées régulièrement, et qui permettent d'affiner le niveau de détail davantage que d'autres méthodes. Ça nous a permis de fournir des cartes sur l'ensemble du pays de Rennes, donc qui permettent de couvrir tout le territoire, toutes les communes, et donc qui permettent de croiser avec d'autres enjeux territoriaux. Il y a également des limites à ce travail, donc le point d'attention majeur, c'est effectivement sur la question des échelles, puisque selon au départ, on avait une carte pédologique qui était au 1/250 millième, donc avec des très grandes entités géographiques, et le but, c'était de descendre le plus possible, mais effectivement, c'est un travail cartographique qui comporte des limites sur ce plan-là. Ensuite, ce travail-là ne prend pas en compte la structure des sols, donc ce qui est déterminant effectivement pour deux des fonctions qui sont étudiées ici, donc l'infiltrabilité et la valeur agronomique. Et en fait, la structure des sols, elle peut évoluer selon ce qu'on fait sur le sol, donc selon les pratiques en particulier agricoles. Après, on a d'autres indicateurs, un peu certains des indicateurs qui pourraient être améliorés. Par exemple, Claire détaillera plus tard, mais sur la biodiversité, l'indicateur qui est pris en compte, c'est la quantité de vers de terre, ce qui est un indicateur classique, alors qu'on pourrait aussi aller voir du côté de la biomasse, du côté de la diversité microbienne ou du côté de l'abondance des acariens, donc un autre type de biodiversité. Et pareil, ça se base sur des bases de données qui peuvent être nationales, alors qu'on pourrait aller sur des bases de données plutôt régionales. Je reviens au Slack test en redonnant la parole à Claire pour voir un peu ce qui s'est passé, même si je pense que vous le voyez en petit normalement. Depuis 10 minutes que je parle. Donc, ce qu'on voit sur ces deux sols, comment ils se sont comportés dans l'eau. Donc, ce sol-là, qui est un sol à faible taux de matière organique, il s'est rapidement effondré, on voit en fine terre qui s'est déposée au fond du bocal. Si on revient à la fin de la réunion, il sera sans doute encore plus déposé au fond du bocal. Donc, il a perdu sa structure. Donc, Pauline venait juste d'évoquer cette question de structure. Donc, il a perdu sa structure et donc sa porosité. Et le problème, c'est que cette terre, elle va créer une couche imperméable à travers laquelle l'eau ne va pas réussir à s'infiltrer. Et donc, elle ne pourra faire que ruisseler et emporter avec elle les sols. Et c'est vrai qu'on voit, quand on voit des rivières boueuses, c'est des rivières qui ont emporté des sols avec l'eau de pluie plutôt que la garder sur le terrain. Donc, ce sol-là qui a un plus fort taux de matière organique, il est resté plus structuré, il s'est bien tenu, il a résisté à l'eau. Et ça, c'est lié à son activité biologique qui, en produisant des mucus, des biofilms, des excréments, agrège les éléments minéraux du sol, donc comme des cols, et crée des vides entre les grains. Et l'important dans une structure grumeleuse, ce sont bien ces vides, parce que cette porosité biologique, elle permet d'accueillir à la fois l'eau et l'air, qui sont les éléments essentiels à la vie du sol. Donc l'avantage de ce sol, c'est qu'il peut s'imprégner d'eau comme une éponge, donc qui est disponible ensuite pour les plantes, et que le surplus va s'infiltrer dans les nappes phréatiques plutôt que ruisseler et finir dans les ruisseaux. Donc on pourra, si vous voulez, à la fin de la réunion, revenir voir les sols, où en sont ces deux sols. Donc maintenant, pour vous présenter les résultats de l'étude du BRGM,
Le premier élément, c'est les référentiels cartographiques qui ont été choisis pour construire les cartographies qui vont vous être présentées. Donc, vous avez à l'écran sur la gauche le référentiel régional pédologique, donc qui représente des portions du paysage dans lesquelles les facteurs de la formation des sols sont homogènes. Et on voit que cette carte, elle ne couvre pas tout le territoire et il y a notamment le cœur de Rennes et certains plans d'eau et certaines carrières qui ne sont pas couvertes par ces données pédologiques, donc qui ont été compensées par d'autres travaux du BRGM. Et le deuxième référentiel très important de cette étude, c'est l'occupation du sol à grande échelle, donc l'OCSGE de l'année 2020, qui a été croisé avec le registre parcellaire graphique qui permet d'apporter des informations sur le type de culture et l'occupation du sol agricole, qui est également de 2020. Donc ces deux données sont vraiment les référentiels cartographiques de l'étude du BRGM. Ensuite, donc le BRGM a réalisé une carte par fonction. Donc, les deux fonctions qui sont sur cette diapo sont la fonction stockage carbone et stock de biodiversité. Donc, pour le stockage carbone, elles sont la quantité de carbone organique dans le sol est notée de 1 très faible à 4 fort. Donc, on voit sur la carte les aplats de couleurs différents. Et ce sont des données qui sont issues de statistiques régionales ramenées à l'occupation du sol. Par exemple, on considère qu'une forêt, elle a 72 tonnes de carbone à l'hectare, une culture 51 tonnes à l'hectare. Et quand on croise avec l'occupation du sol, on obtient donc cette cartographie du stock de carbone en fonction de l'occupation du sol. Pour le stock de biodiversité, donc c'est la capacité du sol à stocker des organismes vivants, qui est noté de 1 très faible à 5 très fort. Donc là, il y a 5 classes. Et l'indicateur retenu, c'est l'abondance et la diversité des vers de terre. Et là, ce sont des statistiques nationales. Donc c'est pareil, c'est une moyenne nationale affectée à un type d'occupation du sol. Donc on voit que ces deux indicateurs, ils prennent appui sur l'occupation du sol. Et une précision importante, c'est que les zones humides n'ont pas été intégrées à ces cartographies parce qu'elles peuvent recouvrir plusieurs types d'occupation du sol. Donc, comme bien sûr leur prise en compte est indispensable, il faudra ajouter cette connaissance à l'analyse de ces cartes. Donc, si on veut donner un peu une explication, enfin une description de ces deux cartes, donc sur la carte carbone, on voit que près de 62% du territoire a un stock de carbone faible. Et il s'agit essentiellement des parcelles agricoles cultivées et des vergers, et que l'on retrouve sur l'ensemble du pays de Rennes, hormis les zones urbaines. Un peu plus de 25% du territoire a des notes élevées, ce qui correspond aux prairies et aux zones boisées. Et la carte, elle fait particulièrement ressortir les massifs boisés du nord-est du territoire, mais aussi des autres bois de superficie plus réduite. Et 11% du territoire a un stock de carbone très faible, essentiellement les sols artificialisés imperméabilisés, qui sont en gris très clair sur la carte. Sur la biodiversité, l'essentiel du territoire du pays de Rennes a un stock de carbone fort, donc presque 62%. Donc, ce sont principalement les zones cultivées que l'on retrouve de manière assez homogène sur le territoire du pays de Rennes et qui correspondent au secteur à faible potentiel carbone précédemment décrit. 15% du territoire a un stock de biodiversité moyen, donc les zones boisées principalement. 11% du territoire a un stock de biodiversité très faible, qui sont les sols artificialisés imperméabilisés, et près de 10% a un stock de biodiversité très fort, qui correspond aux prairies permanentes, qui sont des surfaces disséminées sur tout le pays de Rennes. Donc là, c'est les deux indicateurs stock de carbone et stock de biodiversité. Ensuite, il y a deux autres indicateurs donc, qui sont la capacité d'infiltrabilité et la valeur agronomique des sols. Donc, contrairement aux deux précédentes fonctions qui sont déterminées par l'occupation du sol, ces deux fonctions, elles s'appuient sur des paramètres intrinsèques des sols. Donc, pour l'infiltrabilité, les indicateurs sont le plancher imperméable, la texture de surface, l'hydromorphie et la perméabilité. Et pour la valeur agronomique, les paramètres retenus sont le réservoir utile, la texture, le pH, la profondeur et la proportion des éléments grossiers.
Donc, ces différentes, comme on est sur une valeur intrinsèque des sols, des données qui concernent des paramètres intrinsèques des sols, donc qui sont issus de la carte du référentiel pédologique. Il y a eu un travail statistique pour arriver à une maille plus fine, mais il peut y avoir des entités cartographiques qui recouvrent plusieurs types de caractéristiques de sol. Et donc, le BRGM a ajouté à cette connaissance de ces deux fonctions une carte d'hétérogénéité, donc qui sont les cartes que vous voyez en bas, à gauche et à droite de la diapositive. Donc, celle qui est sous la carte d'infiltrabilité correspond à l'hétérogénéité des données qui concernent l'infiltrabilité. Donc, en fait, quand on a une hétérogénéité forte, tous les secteurs qui sont en rouge orangé, ça veut dire que sous la plate de couleur, il peut y avoir des différences assez importantes entre les données. Donc, ça veut dire qu'il faut croiser, quand on analyse un peu plus finement ces fonctions, il faut les croiser aussi avec l'indice d'hétérogénéité. Donc, ces indices permettent d'apporter, on va dire, une lecture un peu plus nuancée de ces cartographies. Donc, comme tout à l'heure pour les deux fonctions, vous donnez quelques éléments caractéristiques. Donc, sur l'infiltrabilité, la moitié du territoire du Pays de Rennes a une capacité d'infiltration moyenne, et cela concerne la majeure partie du territoire du Pays de Château-Giron Communauté. Plus d'un quart du territoire a un potentiel d'infiltration très faible. Ce sont les secteurs qui sont concernés, qui se trouvent en zone urbaine, le long de la Vilaine ou de ses affluents, mais aussi sur certaines formations géologiques particulières. Un peu plus de 18% du territoire a une capacité d'infiltration faible. Ça concerne principalement les massifs forestiers et les parcelles agricoles. Et 2%, une forte capacité d'infiltration estimée, et 0,3%, une capacité très forte. Et ces secteurs se trouvent principalement au nord du territoire ou à l'extrême sud du territoire. Sur la valeur agronomique, la moitié du territoire a une valeur forte et plus du quart une valeur très forte. Donc, elle est plus élevée, comme on le voit sur la carte, sur la partie nord-ouest et nord du territoire du Pays de Rennes. 11% a une valeur agronomique moyenne et 10% une valeur agronomique très faible. Mais là, ça correspond au secteur d'habitation, aux zones d'activité et au réseau routier. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir pour ces éléments. Sinon, on voulait vous proposer un quiz. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a levé la main ou pas. Non. Non. Ok, très bien. Effectivement, on va passer au quiz. Donc, c'est pour, comme il est écrit sur la diapo, là, pour rendre toutes ces fonctions un peu concrètes, parce que ça peut paraître un peu technique, même si les explications sont claires. Mais du coup, on vous J'ai une propose première question. de vous connecter grâce au lien qu'a mis Laetitia dans la conversation. Avant, il y a quelqu'un qui a posé une question. Ah, pardon. Pourquoi la filtration est-elle faible sur les bords de la Vilaine? Alors là, c'est vrai qu'on vous restitue les travaux du BRGM. Donc, il y a eu tout un travail vraiment de gestion de base de données, de recueil de données. Et c'est vrai que là, maintenant, on livre ces éléments-là, mais toute l'analyse, le croisement avec d'autres éléments d'information est nécessaire. Donc là, moi, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas les éléments pour vous répondre comme ça, mais ces cartographies, c'est justement intéressant qu'elles suscitent des questions pour qu'on puisse ensuite les analyser et recueillir aussi l'avis d'experts sur ces cartographies, peut-être les confronter aussi à des réalités de terrain. Voilà. Après, on peut imaginer aussi que sur des espaces proches de l'eau, l'infiltrabilité est peut-être moins importante. Je suis pas sûr. Non, moi, je voudrais nuancer la remarque parce que moi, je regarde un secteur que je connais bien, c'est-à-dire le Meux et la Vilaine et même la confluence Meux-Vilaine. Donc là, on est au sud du Pays de Rennes et au contraire, je vois plutôt
parce que là, on est plutôt en bassin sédimentaire, hein, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant d'extraction d'alluvions, tant sur le Meux que sur la Vilaine, dans ce territoire, dans ce coin de territoire, et on est plutôt là sur des capacités d'infiltration moyennes ou fortes. Donc, je crois que l'observation est un peu à nuancer. Est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose dans la conversation? Alors, il y a une réponse d'Emmanuel Bourriaud de l'Audiard. C'est globalement faible dans les vallées du fait de la proximité de la nappe en général. Ah oui, mais alors là, du coup, ça biaise. Parce que si c'est la nappe qui... parce que là, du coup, normalement, on est en nappe alluviale. Oui, c'est à investiguer, parce que moi, le secteur que je connais bien, là, on est vraiment dans les alluvions, et donc, il n'y a pas plus perméable qu'un alluvion, hein. Donc, capacité d'infiltration. Mais après, effectivement, si la nappe est derrière, ça, ça contrecarre, je suis d'accord. Il y a Cécile qui veut reprendre, Cécile Leguerne, Ouais, si je une peux explication. rebondir. En fait, les alluvions, c'est des formations qui sont pas mal hétérogènes, hein. En fonction des conditions de dépôt, on peut avoir de l'argile, des limons ou du sable. Donc, il y a des secteurs où ça va être très sableux, mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est quand même pas mal argileux au niveau des dépôts sédimentaires, notamment dans les plus petits cours d'eau. Donc, je pense il doit y avoir dans les données mobilisées, plutôt des données voilà, qui penchent vers une capacité, enfin, une présence d'argile. Mais effectivement, la difficulté dans les alluvions, c'est que c'est très, très hétérogène, et donc ça nécessite de regarder d'un peu plus près, localement. Est-ce que c'est bon? Il y a d'autres questions ou interventions? Pas pour le moment. Bah, je lance le quiz alors, si Laetitia. Oui, du coup, tu avais mis le lien, donc je mets en direct ce qui se passe. Il y a 10 personnes qui ont répondu actuellement. On est 50 connectés ou plus. Oui, donc il faudrait qu'on monte un peu plus quand même. Peut-être lire la question? Oui, pardon, désolée. Les sols stockent plus de carbone dans leur matière organique que la biomasse végétale des forêts et le CO2 de l'atmosphère réunis. Vrai ou faux? Est-ce que d'autres personnes souhaitent répondre ou... Donc, effectivement, c'est vrai. Et comme l'indique l'ADEME, les sols français stockent entre 3 et 4 milliards de tonnes de carbone sous forme de matière organique, rien que dans leurs 30 premiers centimètres. Et donc, une variation même relativement faible de ce stock peut jouer de manière importante sur le bilan gaz à effet de serre des territoires, d'où l'importance de bien connaître les stocks de carbone organique dans les sols, la manière dont ils évoluent naturellement et l'incidence des pratiques agricoles et forestières sur leur devenir. Donc ça, c'était la première question sur le stockage carbone. Deuxième question sur la microbiologie des sols. Donc, dans la liste qui suit, donc des 3 éléments, qui peut vivre sans microbes? Les plantes et leur sol, une vache, un homme. Donc là aussi, normalement, vous avez le lien dans la conversation. Oh non.
Pardon, où se trouve le lien pour répondre? Dans la conversation, ou sinon, vous pouvez utiliser le QR code ou le lien qui est écrit sur l'écran, mais c'est un peu plus laborieux. Mais normalement, dans la conversation de Teams, vous avez un lien sur lequel cliquer. C'est le quiz carbone 1. Quiz 1 carbone. Et normalement, il y a un deuxième lien, puisque les gens arrivent à répondre là. Ouais. Oh, bon. Oh, tant pis. Peut-être que Laetitia, tu peux le renvoyer. Faut descendre la barre de tâches là sur la droite. Oui, c'est ce que je fais, hein, oui, mais il n'y a rien qui apparaît chez moi. Ok. Bon, peut-être un dysfonctionnement chez vous. Peut-être, oui. Donc en fait, personne ne peut vivre sans microbes. L'importance du microbiote pour l'homme est bien connue. S'il ne fonctionne pas, on ne retient rien. Pour les vaches, les microbes lui permettent de digérer la cellulose et ce qu'elle ne pourrait pas faire sans eux. Et c'est le même principe pour le végétal, sauf que les microbes ne sont pas dans l'organisme comme pour l'homme ou la vache, mais à l'extérieur de la plante, c'est-à-dire dans le sol. Et il y a une symbiose qui s'est faite entre les racines du végétal et les microbes, donc les champignons, les bactéries. La plante les nourrit et en échange, les champignons et les bactéries réalisent une grande partie de la nutrition de la plante. Donc, c'est vraiment des éléments fondamentaux pour la vie et l'écosystème. Et des expérimentations ont été faites en laboratoire qui montrent qu'une baisse de 30% de la diversité microbienne d'un sol, elle entraîne la perte de 50% de la productivité végétale et 50% de la stabilité de la structure du sol. Donc, c'est vraiment des éléments importants. Et troisième et dernière question, cette fois sur les vers de terre. Donc là aussi, Laetitia Norland vous a envoyé le lien. Donc la question est la suivante. Le réseau de galeries que les vers de terre créent dans le sol peut représenter jusqu'à quelle longueur à l'hectare? Est-ce que c'est 40 km, 400 km ou 4000 km de galeries? Donc, c'est bien 4000 km que les vers de terre peuvent réaliser sur un hectare. Donc, les vers de terre, ils assurent un rajeunissement continuel du sol en optimisant significativement sa structure et en y créant une porosité exceptionnelle. Et ce travail colossal de terrassement, il aboutit à la confection d'une immense éponge moelleuse. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Slake Test, à l'intérieur de laquelle un véritable réseau de galeries se développe tout au long de l'année. Et en collaborant avec l'ensemble des organismes, notamment les plantes, les champignons et les micro-organismes, les vers de terre sont très grandement responsables de la vitalité et de la fertilité des sols. Et ces collaborateurs infatigables, comme les appelle Marcel Boucher, qui est le spécialiste français des vers de terre, sont en moyenne et en France de l'ordre de 1 tonne à l'hectare et même parfois 3 tonnes à l'hectare. Et si on ramène ça, si on prend les mammifères sauvages tels que les sangliers, les souris, les cerfs, les renards, ils ne représenteraient que quelques kilos et les oiseaux ne dépassent qu'à peine le millième de la masse vive des vers de terre. Donc il se passe beaucoup de choses sous la terre, dans la terre. Et on va revenir à la présentation pour la suite de l'étude. Donc, après avoir éclairé les 4 fonctions des sols qu'on a vues, donc stockage carbone, biodiversité, infiltrabilité et valeur agronomique, le BRGM a établi une carte de multifonctionnalité estimée des sols. Donc, c'est la carte que vous voyez à l'écran, en superposant ces 4 fonctions
en leur affectant le même poids, c'est-à-dire chacune des fonctions pèse 1. Et donc, cette carte, elle est construite autour de 18, d'une gradation qui va de 4 à 18. Donc, 4, c'est un sol qui apparaît en rouge dans la carte, et 18, donc c'est le bleu vert foncé. Donc, une note inférieure à 6, ça veut dire qu'il y a au moins 3 fonctions qui sont dans une classe très faible. Et une note supérieure à 16, ça veut dire qu'il y a 3 fonctions au moins qui ont une note, un niveau fort à très fort. Donc, on voit dans le tableau qui est en bas à droite qu'une grande partie du territoire du Pays de Rennes apparaît dans des tons jaunes à vert clair, ce qui correspond à une multifonctionnalité moyenne à forte. Et si on cumule les notes qui vont de 11 à 14, ça représente 76% du territoire. La multifonctionnalité semble mieux assurée sur la partie nord-ouest du territoire, donc qui comprend le nord-ouest de Rennes Métropole et l'est du Val-d'Ille-Aubigné. Et au sud-est, la note 13 est prépondérante. 10% du territoire a une multifonctionnalité très faible, et il s'agit principalement des zones imperméabilisées. On voit aussi sur cette diapo, dans les éléments entourés d'un cercle, qu'une même note de multifonctionnalité peut recouvrir des niveaux de fonction différents. Donc, si on prend par exemple les notes 10 et 11 qui sont proches, on voit qu'il peut y avoir pour l'une un niveau de valeur agronomique de 4 et pour l'autre de 5, un niveau d'infiltration de 1 pour l'une et de 3 pour l'autre. Donc, ça veut dire que derrière une même notation de multifonctionnalité, on a des réalités qui sont différentes. Donc, ce constat a amené le BRGM à travailler à mettre en place une étiquette de multifonctionnalité pour chaque entité traitée. Donc, cette étiquette, c'est ce que vous voyez en encadré au milieu de la diapositive. Donc, on a en premier le niveau du carbone, donc un grand S pour dire super. Ensuite, le niveau de biodiversité, un petit m pour dire moyen. Et ensuite, les deux autres valeurs, infiltrabilité et valeur agronomique, avec un petit f qui veut dire faible. Donc, chaque entité a son étiquette de multifonctionnalité, ce qui permet de garder l'information de ce niveau de fonctionnalité de chacune des fonctions. Et à partir de là, le BRGM a réalisé une typologie des sols donc il y a eu plusieurs étapes de regroupement par similarité, c'est-à-dire en essayant de regrouper avec des outils statistiques les sols qui ont les mêmes, qui ont un peu les mêmes caractéristiques en termes sur les 4 fonctions qu'on a vues, et qui sont soit fortes, soit moyennes, soit faibles. Et donc, avec ces étapes de regroupement, le BRGM a abouti à 43 combinaisons qui ont pu être regroupées en 17 types de sols. Donc, c'est comme ça qu'en plus de la carte de multifonctionnalité des sols qui donne une information, on a aussi une carte de la typologie des sols qui donc représente qui garde la nature des fonctions qui sont assurées par ces différents sols. Donc, cette typologie, on le voit dans la légende, elle va d'une catégorie 1 où les 4 fonctions sont faibles à une catégorie 15 où 3 ou 4 fonctions sont très fortes et une moyenne. Et donc, les sols ont été regroupés. Par exemple, si on prend la typologie numéro 6, on voit qu'on a 4 types différents qui font partie de cette catégorie. On considère donc qu'ils sont similaires et ils ont pu être regroupés. Donc, parmi les 17 sols qui caractérisent le Pays de Rennes, il y en a 8 qui dominent et il y en a 2 qui se dégagent particulièrement en couvrant 55% du territoire. Donc, on a le type 12 qui représente 34% du territoire et qui correspond à un stock de carbone estimé faible, un stock de biodiversité et une valeur agronomique forte, et une capacité d'infiltration moyenne à forte. Donc, c'est des sols une typologie qui ressort nettement dans une bande est-ouest au nord du territoire et dans la moitié sud, et qui semble correspondre majoritairement à des zones de culture.
Et le deuxième type de sol qu'on retrouve le plus souvent, c'est le sol 8, qui est caractérisé par un stock de carbone et une capacité d'infiltration faible et un stock de biodiversité et une valeur agronomique forte. Et il se différencie du précédent par sa capacité d'infiltration qui est faible. Donc cette carte des types de sol ou étiquette de sol est cohérente avec la carte de multifonctionnalité, mais elle apporte en plus des informations sur le niveau des sols selon leur fonction. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des réactions suite à cette présentation? Nous, on ne voit pas dans la conversation s'il y a des gens qui... C'est super aventure parce que ça va être super. Ouais, ça va être chouette, ouais. Non, mais franchement, moi, je pense que c'est une offre pour la commune qui est. Non, il n'y a rien dans la conversation. D'accord. Il faut couper les micros. Donc peut-être pour faire une conclusion un peu synthétique pour cette étude, donc le Pays de Rennes dispose maintenant d'un jeu de cartes par fonction écologique des sols, une carte de multifonctionnalité des sols et une carte de typologie des sols. Donc c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut maintenant regarder ces résultats, les analyser, les croiser avec d'autres connaissances, les intégrer aux autres enjeux du territoire, les confronter aussi à des questions. Donc on voit que ça ouvre des champs de réflexion et de travail importants. Et il faut garder à l'esprit qu'on est quand même on est sur une modélisation donc qui est fondée sur des estimations. Donc on ne peut pas non plus faire dire à ces cartes des éléments à la parcelle très précis, puisqu'on est sur une modélisation. Que pour aller plus loin, il faudrait pouvoir confronter cette modélisation à des relevés de terrain qui soient aussi suffisamment nombreux pour qu'ils puissent être représentatifs de la diversité et la variabilité des situations. Pauline l'évoquait en début de présentation, certains indicateurs pourraient être améliorés, notamment l'indicateur biodiversité. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire dans la durée. Rappelez aussi qu'il est nécessaire d'ajouter la connaissance des zones humides à toutes ces cartographies et croiser aussi avec l'usage des sols qui peut faire varier, bien sûr, les différentes fonctions. Donc ça, c'est des chantiers qui sont ouverts pour plus tard, pour la suite de ces travaux. Alors, il y a une question. Ouais. Tu peux Euh, la lire. Oui, où sont disponibles... Non, alors il y avait plusieurs questions. À quelle échelle ces éléments seront-ils exploitables selon vous? A-t-on une idée de l'évolution de la fonctionnalité des sols et où sont disponibles ces cartes et sous quel format? J'ai pris 3 questions d'un coup. Alors peut-être Cécile Le Guern, qui est présente, peut beaucoup mieux répondre que moi à ces différentes questions. Sur l'échelle. Donc il y a la question de l'échelle, jusqu'à quelle échelle on peut interpréter ces cartes? En fait, là, on a pris un référentiel d'interprétation au 10 millième avec pour le volet pédologique, carpédologique, on a réussi à faire, avec l'appui de Blandine Lemercier de l'Institut Agro-Rennes Angers, on a réussi à faire une descente d'échelle à des mailles de 50 mètres de côté. Donc ce sera pas mieux que ça, en fait, que l'échelle de résolution en est donnée de base. En termes d'exploitation. Mais voilà, ça permet de guider quand même et d'apporter une première idée. En tout cas, c'est pas exploitable à l'échelle de la parcelle, ça c'est clair. Il y avait une question sur l'évolution de la fonctionnalité des sols. Alors la fonctionnalité des sols, elle, sur le stock de carbone et le stock de biodiversité, on s'appuie sur l'occupation des sols. Donc c'est clair qu'en fonction de l'usage des sols, on fait évoluer les fonctions des sols. Après, il y a aussi bien sûr quelque chose qu'on n'a pas pris en compte là, c'est tout ce qui est pratique agricole.
en tout cas pour les sols qui sont cultivés, qui peuvent avoir une influence, hein, sur la fonctionnalité des sols. Là, on a une vision partielle de la fonctionnalité des sols. On ne prend pas en compte, par exemple, hein, le stock de nutriments. Donc mais ça permet quand même, par cette approche usage des sols, d'avoir des leviers d'action, en fait, enfin, des leviers on sait que ça peut jouer sur les fonctions des sols. Je dirais que là, on a peut-être le moins de marge de manœuvre, c'est peut-être sur le côté, enfin, infiltration, en tout cas, ça dépend de la profondeur. On avait le test SLAC, là, que la matière organique, hein, elle est quand même, elle joue un rôle clé dans la structure du sol, en tout cas dans le maintien de la structure du sol. Donc, c'est à ne pas négliger. Je pourrais peut-être rajouter un élément, donc c'est Cyril Oui. Guériot, là, de la Chambre d'agriculture, pour parler d'un programme qu'on appelle le RMQS, que vous devez connaître, le réseau de mesure de qualité des sols, et qui justement, c'est un programme sur 40 ans environ, qui permet de regarder l'évolution du sol avec des enquêtes agricoles, et de revenir tous les 10 ans à peu près sur le même site. Ça permet de voir sur un type de sol bien particulier son évolution sur un pas de temps assez long. Alors, c'est un point tous les 16 km, donc il y en a dans le pays de Rennes, mais il y en a aussi sur l'ensemble de la France. C'est un programme national piloté par l'INRA. Et il y a des choses très intéressantes à aller piocher aussi dans cette étude, le RMQS, Réseau de mesure de qualité des sols. Effectivement, on le met en œuvre avec Chambre d'agriculture et Institut agronomique. Là. Vous parliez de Blandine Lemercier, donc c'est aussi avec ces services-là. Et il y a pas mal de choses très intéressantes à prendre dans ce domaine-là. Bah, typiquement, tout ce qui est stock de carbone, là, s'appuie sur l'outil Aldo, qui utilise, hein, les résultats du RMQS pour faire les statistiques régionales. Donc, et effectivement, les données sol là, qui ont été utilisées, c'est les données DONSOL, alors qui incluent le RMQS. Mais effectivement, le RMQS, c'est l'observatoire, hein, enfin, le national des sols, notamment en milieu agricole. Ouais. Merci, ouais. Et donc, oui, il y a la thèse de Julien Hamelin en cours là, avec l'Institut Agro sur le stockage de carbone qui vise à faire progresser la connaissance, hein, dans ce domaine. Et sur la disponibilité des données, on vous a diffusé la synthèse du rapport du BRGM. Aujourd'hui, on a donc les données en format SIG et le rapport complet du BRGM. Donc, voir de quelle manière ça peut être partagé. Donc, les cartes, elles sont disponibles au format SIG, shapefile. Bonsoir. Une carte par fonction et des cartes de multifonctionnalité, la carte de typologie de sol. Oui, bonsoir, François Tresse, Rennes Métropole. Moi, j'ai travaillé sur l'étude au niveau de Rennes Métropole dans l'équipe qui a travaillé avec Cécile, notre collègue donc, du BRGM. Je voudrais rebondir sur les questions sur l'évolution de la fonctionnalité. Sur Rennes Métropole, donc, on a fait tout le même travail et on est allé un peu plus loin pour établir aussi une note de surface que l'on peut combiner avec la note de multifonctionnalité qui a été présentée par Claire. Et donc, pour suivre justement, comme le rappelait Cécile, les éléments qui peuvent faire évoluer la multifonctionnalité des sols, on a essayé aussi de prendre en compte ce qui se passait en surface. Donc, ça reste expérimental aussi, mais voilà, dans le rapport en cours de finalisation qu'on est en train de faire avec Cécile et qu'on va remettre à l'ADEME là justement en fin de semaine, on pourra partager aussi tous ces éléments-là sur les questions de surface, puisque c'est là-dessus que notamment les documents de planification ils peuvent interagir, soit en termes de pratiques agricoles, en termes de végétalisation, en termes de renaturation, etc. Et ce sera des éléments sur lesquels on pourra ensuite suivre dans le temps, puisque l'idée, c'était justement aussi d'avoir un modèle de données qui puisse être présenté une sorte de photographie aujourd'hui de la qualité des sols, et puis en mettant à jour ces cartes-là dans 3, 4 ou 10 ans ou 20 ans, qu'on puisse mesurer dans le temps cette évolution, en sachant bien qu'on reste dans un travail de modélisation de données à une échelle macro. On est sur des documents de planif, donc on n'est pas à l'échelle de l'opérationnalité.
Et pour terminer mon intervention, pour vous préciser également qu'avec le BRGM et l'ADEME, on prolonge, quand on relance une nouvelle étude pour justement faire des prélèvements sur un certain nombre de sites à enjeu sur la métropole pour venir tester et préciser cette modélisation de données, en tout cas la vérifier, la consolider. Donc là, c'est un travail qu'on va de nouveau engager pour aller encore un peu plus loin. Et donc, bien évidemment, on partagera ça au niveau ensuite du pays, en sachant que l'ensemble des travaux, et c'était la commande de nos élus au départ, c'est que ça soit des travaux qui soient réplicables. Donc les cartes seront mises à disposition, la méthode aussi. Et voilà, c'est un travail qui pourra ensuite s'étoffer avec les différents partenariats. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire un petit point sur où on en est dans la révision du SCOT sur cette question particulière des sols. Et du coup, je vais laisser la parole à mon collègue Samuel. Oui. Alors, dans le cadre de la révision du SCOT, donc, qui est actuellement en cours, donc on travaille actuellement sur différentes pièces du document. Donc, le projet d'aménagement stratégique, qui est en fait le projet politique. Et qui accompagne ce projet stratégique, il y a le D2O, donc le document d'orientation et d'objectifs, qui est un peu le règlement du futur SCOT. Donc pour la thématique sol, en fait, elle se traduit de manière un peu transversale. On la retrouve un petit peu dans différentes thématiques. Donc actuellement, dans l'état d'avancement du projet, dans le PASS, on la retrouve dans 3 axes. Donc le premier, c'est on la retrouve dans l'approche sobriété foncière. Donc limiter au maximum la consommation d'espace, donc qui rejoint aussi l'objectif, la trajectoire ZAN, zéro artificialisation nette. On le retrouve aussi dans la préservation de la qualité des sols, donc à travers les objectifs pour préserver la capacité du territoire à capter le carbone, à travers aussi de la reconquête de la biodiversité, et de la préservation et de la mise en œuvre de la trame verte et bleue, autour des questions liées au cycle naturel de l'eau, et aussi les enjeux autour de l'intégration de la qualité agronomique et écologique des sols dans le choix des secteurs à urbaniser. Et la dernière axe de travail, c'est autour des objectifs de renaturation et de désimperméabilisation des sols, donc notamment avec les enjeux d'adaptation du territoire aux évolutions climatiques, que ce soit sur les îlots de chaleur urbains ou aussi sur tout ce qui est lié au risque ruissellement inondation. Donc sur la partie des 2 eaux, donc là c'est les premières pistes qui ont été travaillées dans le cadre notamment du groupe projet transition ressources. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on la retrouve dans différentes thématiques. Donc on retrouve cette question-là dans la thématique eau, où là on a travaillé et des propositions sont faites sur des objectifs de réduction de l'imperméabilisation des sols, restauration aussi de la perméabilité des sols, notamment dans les secteurs urbains, avec pour objectif aussi de limiter le ruissellement, notamment lors des épisodes pluvieux majeurs. Il y a aussi à signaler un travail, il y a un document qui a été produit dans le cadre de l'Interscot d'Ille-et-Vilaine autour de ces questions de l'eau, de la prise en compte de l'eau dans les opérations d'aménagement et dans la planification. Donc il y a un certain nombre de propositions de rédaction et d'orientation qui pourraient être mis dans les différentes SCOT qui sont issus de ce document-là. Et dans le cadre de la suite de ce travail-là, il y a des propositions pour travailler sur un programme d'action qui pourrait être imaginé à l'échelle de plusieurs SCOT sur cette thématique de l'eau. On retrouverait également aussi des questions liées à cette question des sols. Après, sur les autres thématiques, donc on retrouve cette question-là des sols. Sur la thématique biodiversité aussi, on la trouve prise en compte. Donc, on a des éléments sur des stratégies de reconquête, régénération de la biodiversité, donc avec une prise en compte de cette étude qui vient de vous être présentée de la multifonctionnalité des sols. Là, on a des propositions aussi de voir et de réfléchir sur des zones préférentielles de renaturation avec cette approche multifonctionnelle, donc avoir une grille un peu d'analyse et d'éléments pour identifier ce secteur de renaturation. On a aussi des questions autour de l'approche sol vivant, donc pour limiter l'impact
futurs projets sur cette multifonctionnalité. Dans la thématique zéro émission nette, donc on a aussi des orientations pour tout ce qui tourne autour de l'identification et développement des puits carbone multifonctionnels. Donc, comme on a vu, les sols participent grandement à cette captation des puits carbone. Et sur la thématique agriculture, donc on a plusieurs axes de travail, notamment sur le maintien du modèle polyculture-élevage et sur l'encouragement et le développement des pratiques plus respectueuses de l'environnement, donc l'agroécologie, l'agroforesterie. Un autre élément, c'est sur la priorité de la production alimentaire, donc en mettant en place une trame alimentaire locale, donc en lien avec la trame brune, donc tout ce qui est préservation aussi de la qualité des sols. Et les autres questions, c'est autour de la prise en compte de cette multifonctionnalité des sols dans les documents d'urbanisme. Voilà, donc aujourd'hui, les travaux sont encore en cours, et donc ça pourra sûrement évoluer d'ici l'arrêt du document. Aujourd'hui, voilà un peu où on en est sur ces réflexions-là sur la question des sols. Donc, il y avait une question, notamment grâce à quel levier très concret peut-on agir sur la restauration de la perméabilité des sols dans le dos du SCOT, en donnant des objectifs chiffrés par exemple. Peut-être avec les autres SCOT ou les autres territoires, comment ils ont traité la question, on va pouvoir voir quelle traduction ça peut donner. Et ça fait aussi une transition avec la diapo suivante. Oui, donc aujourd'hui, on a ces premiers éléments de connaissance et la question qui se pose, donc, c'est quelle traduction dans le SCOT en tenant compte de son calendrier. Donc, il y a ces éléments qui pourraient être versés au diagnostic. Il y a peut-être aussi des prolongements qui pourraient être portés par les EPCI dans leurs documents et leur politique territoriale. Il y a le programme d'action qui a été évoqué plusieurs fois, du programme d'action du SCOT, qui est un nouvel outil du SCOT qui pourrait être mis en place et qui pourrait être alimenté par un travail avec les partenaires. Donc, tous ces éléments sont en discussion et feront l'objet du travail à venir. On voulait aussi faire état des travaux de la poursuite de la démarche par Rennes Métropole, mais François Presselin l'a présenté tout à l'heure, donc Rennes Métropole qui poursuit en allant plus loin sur cet outil d'aide à la décision. Et on voulait vous proposer de faire un tour d'horizon de quelques SCOT. Donc, le SCOT des Vallons de Vilaine, qui est un SCOT voisin dont le projet vient d'être arrêté, et aussi 5 SCOT, grâce au travail qu'ont réalisé les étudiantes du Master Audit. Donc, elles ont collecté des éléments sur 5 SCOT et ont pu échanger avec 3 d'entre eux. Donc, Pauline pourra vous présenter une synthèse de ce qu'elles ont pu recueillir. Donc, sur le SCOT des Vallons de Vilaine, on va retrouver des éléments sur les sols dans différents documents. Par exemple, le SCOT des Vallons de Vilaine a mis en place un récit prospectif qui trace un peu le projet du territoire à long terme. Et la question des sols est mentionnée dans ce récit prospectif, par exemple, en indiquant que les exploitations agricoles stockent plus de carbone qu'elles n'en émettent et qu'elles sont rémunérées pour cela. Donc ça, c'est un élément du récit prospectif en lien avec les sols. Il y a l'affichage d'une volonté d'aller vers un territoire neutre en carbone, sobre et résilient. Et pour prendre un exemple d'affirmation dans le projet d'aménagement stratégique, c'est tout ce qui tourne autour des puits carbone, avec à la fois la volonté de préserver les puits carbone naturels, de restaurer les puits carbone qui sont dégradés et de favoriser le développement de nouveaux puits carbone, notamment par des pratiques agricoles adaptées. Donc, c'est des éléments qui sont portés dans le projet d'aménagement stratégique. Et le zéro artificialisation nette est affiché comme le fil conducteur du projet d'aménagement stratégique. Et sur les sols et en lien avec les espaces agricoles, donc il y a la question de la protection des infrastructures agroécologiques, donc les haies, les friches, les bosquets, les mares, qui participent beaucoup à la qualité des sols, qui participent aussi à la filtration des eaux, à la protection contre l'érosion, les mouvements de terrain.
et au maintien du potentiel agronomique des sols. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui sont développés sur les sols dans ce projet. Ensuite, si on prend les orientations du DO, donc il y a certaines orientations qui sont déclinées sous forme de prescriptions et d'autres sous forme de recommandations. Donc, on va trouver des prescriptions dans différentes parties du DO qui concernent les sols et qui sont en lien avec les fonctions qu'on a pu évoquer. Pour prendre un exemple, il y a une prescription qui demande que dans les zones d'activité économique qui est 10% au moins, qui a un taux de pleine terre de 10% au moins. On a une autre prescription qui dit que lorsque l'artificialisation est inévitable, elle doit être orientée sur les surfaces aux fonctions écosystémiques déjà dégradées. Si on prend la question de la renaturation, donc le SCOT des Vallons de Vilaine a fait un travail méthodologique. Donc là, on est sur une recommandation pour les PLU, PLUI sur la question de la renaturation. Donc, il propose par exemple que dans le diagnostic territorial, il y ait une étude de la fonctionnalité des sols et avec l'établissement d'une hiérarchie entre eux, par exemple avec un indice de fonctionnalité des sols. Une recommandation aussi de réaliser des sondages pédologiques dans les secteurs à enjeu. Pour le document évaluation environnementale, la méthodologie propose de suivre l'atteinte des objectifs à l'aide d'indicateurs qui concernent la consommation des espaces naturels, mais également l'artificialisation, la renaturation, la qualité des sols et l'évolution des sites. Et dans le règlement, la recommandation de mettre en place des coefficients de pleine terre, des obligations de plantation, des trames de renaturation avec différents degrés d'intervention. Donc, c'est des éléments méthodologiques qui sont proposés pour être traduits dans les PLU, PLUI. Le DO du SCOT des Vallons de Vilaine s'adresse aussi au plan climat-énergie des territoires en leur demandant de fixer des objectifs et des actions pour développer les pratiques agricoles favorisant le stockage carbone. Donc, il décline cette prescription en citant le développement de l'agroforesterie et des haies, l'optimisation de la gestion des prairies, l'introduction de cultures intermédiaires, intercalaires et de bandes enherbées dans les systèmes de culture et le développement de techniques culturales sans labour. Donc, ces éléments donc ça fait l'objet d'une prescription pour les PCAET. Par contre, le SCOT des Vallons de Vilaine n'a pas développé à son échelle d'éléments de connaissance comme on a pu le faire avec le BRGM pour le pays de Rennes. Et le programme d'action se donne cet objectif à long terme, donc de pouvoir développer une meilleure connaissance de la qualité des sols. Donc voilà pour le SCOT des Vallons de Vilaine. S'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner sur le travail qui vous a été évoqué avant. Juste une petite précision pour commencer. En fait, donc on a un partenariat avec l'Université de Rennes. Donc, on travaille avec un groupe du Master Audit, donc Action urbaine sur les territoires, en gros. Et en fait, elles devaient présenter ce travail aujourd'hui sur lequel elles ont pas mal bossé. Et en fait, il y a eu un imprévu puisqu'elles ont eu un décès dans leur entourage proche. Donc, je prends le relais pour faire la présentation, mais je ne serai pas aussi bonne qu'elles, je vous le dis très honnêtement. Et du coup, je maîtrise moins le sujet. Mais je vais essayer de vous présenter ça de façon synthétique. Donc, ce qu'on leur a demandé, c'est d'aller voir d'autres SCOT et d'autres territoires, puisque pour Limoges, il ne s'agit pas d'un SCOT, mais d'une métropole, pour voir ce que ces territoires pouvaient faire sur les sols et surtout comment ça atterrissait en fait concrètement dans les politiques publiques ou dans les documents d'urbanisme, parce que ça, c'est une question qui nous interpelle. Donc, on voulait mieux connaître des démarches différentes. Donc, on leur a demandé de faire des recherches et de faire des entretiens avec les SCOT qu'elles auraient choisis si c'était possible pour savoir d'où partait la démarche, quels étaient les outils, la méthode qui avait été employée, quels étaient les objectifs et concrètement quels résultats ça avait donné et quels enseignements on pouvait en retenir, en gros. Donc elles ont été voir le SCOT de Dijon, le SCOT de Lille, le SCOT du Grand Rovaltin, le SCOT de la métropole de Savoie et donc la métropole de Limoges, puisque là pour le coup c'est la métropole qui portait ce sujet-là. Donc, je ne sais pas si je vais faire toutes les diapositives, mais en gros, il y a une présentation rapide de la démarche sur chacun des territoires et ensuite des outils et des enseignements. Et en fait, on se rend compte, l'idée, c'était un peu de catégoriser ces démarches et on se rend compte qu'il y a 3 grands types de démarches.
En fait, il y a des démarches qui sont plutôt citoyennes. Donc là, c'est le cas du SCOT de Dijon, où en gros, le but, c'est à travers la révision et cette approche sol, en fait, d'intégrer les citoyens à la démarche. Donc, en fait, là, c'est vraiment une démarche de sciences participatives quelque part. Donc, il y a des méthodes assez simples qui sont développées où les habitants sont invités à aller collecter eux-mêmes les données, ce qui finalement leur permet à la fois de comprendre l'importance des sols, de leur qualité, de cette approche en 3 dimensions dont on a déjà parlé, et des liens avec l'environnement, donc à travers des expériences assez simples, donc de sensibiliser la population. Et comme c'est fait à l'occasion de la révision du SCOT, ça peut aussi intégrer les habitants à cette démarche-là. Donc on a comme ça des territoires dont le but, c'est d'intégrer les citoyens à travers cette approche sol. On a des territoires qui sont plus portés sur une démarche trame brune, donc dans la continuité de ce que les territoires peuvent déjà connaître avec les démarches de trame verte et bleue. Donc là, on rajoute quelque part une autre couleur à la trame, une autre lettre, donc c'est la TVBN, la TVBB, pardon, à laquelle on aboutit. Donc là, on est sur des démarches qui peuvent avoir un volet plus environnemental. Donc il y a le volet foncier, mais il y a aussi le volet environnemental. Et donc là, c'est le cas du SCOT de Lille et de la métropole de Limoges. Dans le cas du SCOT de Lille, on est vraiment sur une démarche très stratégique, très large, donc qui part effectivement de cette ambition de connaissance du foncier, mais aussi de connaissance du sol. Donc on rajoute le volet environnemental au volet foncier. Et donc on aboutit à une cartographie de la trame brune qui permet donc d'identifier les sols les plus fertiles et de l'autre côté les sols les plus pollués, et donc de hiérarchiser les sols aussi selon leur qualité agricole. Et donc ça s'inscrit dans toute une démarche sur le renouvellement urbain où vraiment le but c'est d'étudier les friches et leur potentiel de reconversion. Bon, vu le territoire, c'est logique. Et donc de mettre en place, ça aboutit sur une mise en place de procédures de reconversion des friches polluées. Donc ça a alimenté un travail assez concret dès 2014. Et je crois qu'on le voit dans la suite du diaporama. Ensuite, il s'intéresse à la question de la vacance, mais je vais peut-être un peu trop vite. Ensuite, on a le cas de la métropole de Limoges. Donc là, on est vraiment sur une approche très environnementale avec la mobilisation de méthodes très scientifiques. Et donc là, on va identifier les réservoirs, les corridors pédologiques, donc rajouter une dimension à la TVB qui était déjà identifiée. Et ensuite, on a 2 territoires qui, là, sont davantage sur la multifonctionnalité des sols. Donc ça, c'est les SCOT qui ont des démarches qui se rapprochent le plus de celles qu'on vous a présentées. Donc sur ces 2 territoires, il me semble que les étudiantes ont fait un entretien avec la personne responsable, parce que, en tout cas, le Grand Rovaltin, c'est sûr. Et là, donc, c'est une démarche qui est très portée politiquement depuis déjà 2015. Donc, c'est pas forcément, ça n'a pas été mis en lien avec la loi climat et résilience et l'impératif d'intégrer le ZAN au document de planification. C'est vraiment quelque chose qui est porté depuis maintenant 10 ans par les élus locaux. Donc, ils voulaient s'engager sur ce terrain-là. Et donc, la révision qui est en cours permet d'aller encore plus loin sur ce sujet. Donc, on est aussi sur des démarches qui s'appuient sur la méthode MUSE et qui vont plus loin, avec un point de départ, avec une importance quand même dans la réflexion de la question foncière, évidemment, puisqu'on a les objectifs de mesurer l'urbanisation, visualiser les changements d'occupation du sol, identifier les gisements fonciers, etc. Donc, on peut relier ça aux problématiques de ZAN dans un deuxième temps. Et donc, on a aussi le SCOT de la métropole de Savoie, donc qui là a aussi candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME qui s'appelle l'AMI ZAN, donc auquel a participé également Rennes Métropole. Et donc, pareil, ils ont mobilisé la méthode MUSE pour comprendre la qualité des sols et développer cette approche qualitative. Donc sur les méthodes utilisées, en fait, ce que nous montre, donc là je ne sais pas si je vais aller loin dans le détail parce que je ne maîtrise pas assez, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a des SCOT qui mobilisent vraiment des bases de données, de la modélisation, donc comme nous on a fait pour l'instant avec la méthode MUSE et tous les référentiels et les données qui ont été mobilisées. Et il y en a d'autres qui soit utilisent une approche purement terrain, donc c'est le cas de Dijon, donc j'ai présenté en premier tout à l'heure. Donc là où on mobilise les citoyens sur de la prise de photos et l'invitation à aller les mettre sur une plateforme collaborative sur Internet et à faire des études et analyses assez ciblées, donc avec des outils particuliers qui sont indiqués ici. Et on a d'autres SCOT qui doublent l'approche, on va dire, plus donnée d'une approche terrain. Donc c'est le cas de Grand Rovaltin et Limoges.
Donc voilà, Limoges, on a la mobilisation d'outils, des pièges barbeurs, études des vers de terre, etc., des carottages sur le terrain, donc qui domine en fait. Et sur le Grand Rovaltin, là, on a une approche double, puisque c'est un SCOT qui au départ part de la méthode Muse, mais qui l'a doublé avec des prélèvements et des analyses de terrain. Donc on a ces différents types de méthodologies qui sont présentés. Donc je ne vais pas les détailler parce que là, pour le coup, je ne veux pas dire n'importe quoi sur ces territoires-là. Et ensuite, on a des résultats en fait qui sont très. Enfin là, les étudiantes avaient quand même fait un gros travail. C'est un peu dommage que je ne puisse pas vous le présenter là, mais ça pourrait être présenté dans un groupe projet croisé plus tard. Mais en tout cas, on voit sur les. Donc j'ai surtout des éléments sur les SCOT avec lesquels elles ont fait des entretiens, donc qui sont effectivement le SCOT du Grand Rovaltin, le SCOT de la métropole de Savoie et le SCOT de Lille, pardon. Et donc, on voit que ces 3 SCOT sur la question de la renaturation ont des ambitions différentes. Donc, le SCOT du Grand Rovaltin, grâce à cette étude-là, ils ont abouti sur l'identification de secteurs propices à la renaturation, donc qui, dans un deuxième temps, pourraient éventuellement être intégrés aux documents de planification, donc soit SCOT, soit plus locaux. Le SCOT de Lille, lui, son objectif, c'est plutôt de protéger les espaces agricoles. Le SCOT du Grand Rovaltin a voulu vraiment mettre cette étude au service de la séquence ERC et donc poser même des objectifs de résilience climatique. La métropole de Savoie a voulu intégrer toute cette démarche à une stratégie, peut-être que ce n'est pas exactement formulé comme ça, mais une stratégie écologique plus globale qui vise à améliorer la résilience du territoire face aux défis environnementaux. Donc on est dans une stratégie plus intégrée. Et en fait, que ce soit pour le SCOT du Grand Rovaltin ou de la métropole de Savoie, il y a effectivement, grâce ou à cause, je ne sais pas, en tout cas, ces démarches-là, elles ont permis de guider des arbitrages en termes de projets. Donc il y a des projets qui ont été remis en cause suite aux éléments accumulés par ces approches-là. Toutes ces démarches, en fait, elles ont eu aussi, en termes de résultats, un impact sur l'implication des acteurs locaux donc à cette approche sol et au SCOT. Donc dans tous les cas, à chaque fois, on a de nombreux acteurs qui sont associés, qui sont de toute façon associés à la planification ou pas, mais qui en tout cas, c'est un autre moyen de les associer plus étroitement. Et donc pour les 3 SCOT avec lesquels elles se sont entretenues, donc pour le Grand Rovaltin, pour l'instant, on est ils sont en première phase d'étude, donc ils n'ont pas encore intégré les résultats dans les documents d'urbanisme. Par contre, pour le SCOT de Lille, les résultats ont été intégrés dans le DO. Et pour le SCOT de la métropole de Savoie, ça n'a pas été, je crois, intégré directement, mais c'est vraiment considéré comme un outil d'aide c'est destiné à devenir un vrai outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux. Ensuite, donc ça c'était sur les résultats. Je pense qu'elle pourrait mieux détailler que moi toutes ces données, hein, je suis désolée. Pour les enseignements qui ont été tirés de ce petit benchmark, donc là c'est sur les 3 SCOT avec lesquels elles se sont entretenues. Donc il y a des points de satisfaction et des points, des limites, hein, comme d'habitude. Donc, je vais peut-être aller plus vite que ce qu'elles ont écrit sur la diapo. En tout cas, sur le Grand Rovaltin, donc il y avait un regret par rapport à l'échelle des données et des éléments qui ont été présentés à travers cette étude, puisqu'effectivement, comme dans notre cas, c'est difficile d'aller à une échelle plus fine à partir de cette étude-là, mais il y a la conscience qu'il faut aller plus loin, donc affiner les données. Pour être plus opérationnel, en fait, il faut toujours affiner les données, aller sur le terrain pour préciser davantage. Mais ça représente quand même un outil d'aide à la décision qui est apprécié par les élus, puisque ça permet de fournir des arguments objectifs sur l'opportunité de préserver certaines parcelles ou d'urbaniser. Et donc, toujours cette question de jonglage entre les échelles sur laquelle je ne reviendrai pas là. Sur l'île, les élus sont plutôt satisfaits de l'étude. Et donc, ça leur a donné envie d'aller poursuivre l'étude avec un zoom sur la vacance des logements. Là, j'avoue que je ne peux pas aller plus loin sur ce sujet-là. Donc, on a l'association des données agricoles et économiques et des acteurs qui sont liés à travers la démarche, qui était un grand point de satisfaction.
Après, ça, les limites, c'était plus sur le lien avec les habitants ou des acteurs particuliers qui n'arrivent pas forcément, comme ça arrive parfois, à relier, à équilibrer intérêt général et intérêt individuel et à sortir de leur cas particulier. Pour le cas du SCOT de la métropole de Savoie, donc les élus se montrent satisfaits du travail réalisé et en fait veulent aller plus loin sur le sujet pour mieux renseigner leur choix. Enfin, c'est un outil de la décision, un premier pas, on va dire, mais l'idée, c'est d'aller quand même plus loin pour avoir une décision mieux informée. Donc, on a toujours, en termes de limites, cette question de l'échelle d'analyse qui est parfois jugée trop large. On a conscience sur ce territoire-là, que c'est une démarche exploratoire et donc que ça nécessite d'être approfondi et d'aller plus loin, d'une approche plus ciblée dès lors qu'on va plus dans l'opérationnel. Donc, la conclusion qu'avaient dressée les étudiantes, c'était qu'effectivement, ce petit benchmark, ça leur avait permis de voir, et ça nous permet aussi de voir qu'il y a des approches très variées pour mieux connaître, préserver et gérer les sols face aux enjeux d'artificialisation. Donc, effectivement, ça permet d'aller, il y a des degrés d'ambition assez différents, puisqu'on voit qu'il y en a, c'est plutôt pour la connaissance, il y en a, c'est pour intégrer les citoyens, et il y en a qui veulent vraiment aller dans une démarche, que ça aille dans les documents de planification, etc. Mais là encore, il y a différentes ambitions. On sent qu'il y a des territoires qui mobilisent ces approches-là vraiment pour strictement une approche foncière, alors que d'autres vont plus sur le volet environnemental et d'autres encore vont vraiment sur une démarche très intégrée qui permet d'intégrer la question des sols à une stratégie écologique de territoire plus globale. Je pense que c'est à peu près tout ce qui est à conclure, que oui, l'enjeu majeur effectivement de ces approches-là, ça reste de traduire ces études en actions concrètes ou en actions donc que ce soit de planification ou de politique publique plus concrète pour effectivement concilier, je ne sais pas si c'est développement urbain le mot, mais en tout cas aménagement du territoire et préservation des sols. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou si vous avez des remarques sur soit de toute façon cette partie, qu'est-ce qui se passe dans les SCOT voisins ou les territoires qu'on a pu explorer grâce aux étudiantes, ou sur l'ensemble de la présentation. Pas de main levée. Juste la question de savoir si on transmettra les supports. Donc ça sera le cas. Si toutefois vous aviez eu le lien par un intermédiaire, il faudrait mieux nous remettre votre mail dans la conversation pour être sûr qu'il vous arrive bien. Il y a quelque chose dans la conversation. Ah, c'est des mails, c'est ça, Fabrice. En tout cas, je ne sais pas, vas-y, tu veux dire. Non, en tout cas, pour la suite, ce qui est programmé pour l'instant, c'est qu'il y a un groupe projet croisé sol et transition agricole jeudi prochain matin. Les élus. Ou les élus. Membres de ces groupes projets. Pour les élus membres des groupes projets qui ont été montés dans le cadre de la révision, donc ils pourront participer. Et donc l'invitation, il y a une première invitation qui est partie, mais il y aura un rappel bien sûr dans les jours qui viennent. J'imaginais, Claire, que vous nous faisiez un dernier point d'étape sur l'état des bocaux. Ah oui, on peut, bien sûr. Voilà, donc on voit le sol avec de la matière organique qui est restée avec ses grumeaux, sa porosité, et le sol, l'autre sol sans matière, enfin très peu de matière organique qui s'est vraiment effondré au fond du bocal. Et donc demain, je pense que l'eau sera quand même, elle va finir par être transparente. La fine terre la terre va se redéposer au fond.
Mais on voit que là, il n'y a pas eu du tout l'eau n'a jamais été trouble en fait. Merci beaucoup. Ça m'amène quand même à une réflexion, là, c'est Guerriot, par rapport à la petite démonstration. Là. On voit que le sol chargé en matière organique, il a son importance dans la perméabilité, enfin voilà, dans la structure. Et ça nous démontre quand même que, alors c'est un peu la casquette chambre d'agriculture, que l'élevage est quand même très important et que la matière organique, elle vient aussi quand même pas mal de déjections, des prairies. Et ça avait été cité dans un SCOT là, de maintenir la polyculture élevage, mais on voit tout l'intérêt du triptyque au sol, élevage, climat, qui est important, quoi. C'était juste cette remarque que je voulais faire. Avant qu'on ne se sépare, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent commenter, questionner, dire ce qu'ils ont pensé de ce webinaire? N'hésitez pas. Alors, je peux relayer la question ou j'invite la personne à prendre directement la parole? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Ma question, c'est en fait, concernant les pratiques agricoles, les documents d'urbanisme, ils ne peuvent pas avoir de prise sur la pratique agricole parce qu'on parle uniquement de droit du sol en urbanisme. Et du coup, ma peur, c'est de se dire que tout ce qui est dit dans les SCOT n'est pas vraiment de valeur juridique si on ne parle pas d'objectifs chiffrés, par exemple de coefficient de pleine terre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai un peu peur que ce soit finalement beaucoup de chouettes dispositions, mais comme il n'y a rien de chiffré, et on passe à côté de quelque chose de vraiment réglementaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut apporter un commentaire. Moi, je veux bien m'y risquer. Hein. C'est la difficulté à laquelle on est tous confrontés, c'est que c'est quand même une nouvelle approche qui, malgré tout son intérêt aujourd'hui, a du mal à se traduire par des prescriptions. On voit que le SCOT des Vallons de Vilaine donne quand même un certain nombre d'orientations, hein, soit sous forme de prescriptions, alors qu'il reste assez générique, soit sous forme de recommandations. Mais on peut imaginer que ce sera l'étape d'après, une fois que ces connaissances seront mieux maîtrisées, aussi la pertinence de certaines actions, qu'on pourra aller vers des éléments plus prescriptifs dans les documents de planification. Monsieur Garnier avait demandé la parole. Alors, si je trouve le micro... On vous entend. Ah, vous m'entendez, très bien. Trouvé. Merci. Oui, bon, moi je faisais aussi, je posais la question de comment tout ça va se traduire dans le document réglementaire, donc qui est le DO, qui s'impose à tous. Alors, on a quand même un certain nombre d'exemples, et vous en avez donné, où il y a des éléments de chiffrage et des choses un peu définies, d'autant plus que on a, nous, au niveau du SCOT de Pays de Brest, dont je n'ai ni inventé les mérites ni les défauts ce soir, mais on a, alors c'est indirectement lié à la question des sols, mais il y a quand même des préconisations bien précises, et même dans le nouveau SCOT, il y aura des obligations concrètes en matière de production de logements par commune. Bon, ça a évidemment un impact et un lien. Non, moi je pense que le problème majeur que nous avons, moi je m'occupe de questions d'aménagement du territoire depuis 50 ans et même un peu plus, le problème c'est que des documents comme les SCOT devraient normalement articuler l'ensemble des politiques publiques sur un territoire, c'est-à-dire que le SCOT est censé exprimer comme un SRADET le projet politique de la collectivité. Et c'est vrai que
quand on rentre dans le concret, on voit bien que les politiques agricoles, enfin toutes les politiques partielles, ont de la peine à s'articuler. Et nous, sur les Scots littoraux, on a en particulier une difficulté, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir un volet maritime plus ou moins prescriptif. Bon, maintenant, plus personne ne va vers les plans de sauvegarde et de mise en valeur de la mer, mais c'est une des problématiques qui actuellement est très mal prise en compte. Voilà. Donc ça, c'est une question, je vais dire, de l'ordre du législatif, hein, probablement, mais pas seulement, c'est aussi une question d'avoir effectivement tous les acteurs des différentes, ou les responsables des politiques publiques qui se répandent sur le territoire, qui viennent se mettre d'accord sur ce projet. Et ça n'est pas un problème nouveau, hein, je pense. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette opinion, mais c'est la mienne. Monsieur Croc, votre micro. Oui, d'autres commentaires ou interventions? Non? Bon, bah écoutez, en tous les cas, merci aux équipes et merci à Pauline d'avoir pu suppléer nos étudiants au pied levé. Bravo Pauline, parce que vous nous avez restitué tout ça très, très succinctement, mais de manière relativement pédagogique. Donc merci à vous et c'est assez éclairant de savoir où en sont des territoires comme Dijon, Lille ou Limoges. Donc merci beaucoup. Donc rendez-vous à venir sur le groupe projet croisé, là, puisqu'on vous en propose plusieurs, où ce thème sera approfondi. Hein, et là, on regardera comment ce qu'on fait de ces différentes de cette étude et de ces différents enseignements. Merci beaucoup à toutes et tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Merci merci. beaucoup. Bonne soirée également. Bonne soirée.